l'Alpe, l'alpage, die Alp en allemand. Vous connaissez ces prairies au cœur des montagnes sur lesquelles paissent des bestiaux quelque peu bizarres avec des pointes sur la tête. Vous savez comment vous les appelez ici, ces bestiaux avec ces pointes sur la tête? Les vaches. Ah oui, voilà, les vaches, lesquelles on tire une espèce de liquide blanchâtre que vous appelez comment déjà ici? Du lait. Ah, le lait, voilà, le lait avec lequel on fait le beurre, on fait la crème, on fait le fromage qui nous permet de manger des fondus, des raclettes, puis tartiflettes, et je ne sais quoi encore. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a fort longtemps, l'organisation de la vie dans les alpages avait quelques ressemblances avec l'organisation de la vie d'une meute de loups. Et oui, en effet, une meute de loups s'agrandit peu à peu. Petit à petit, c'est dans la nature des choses. Mais jusqu'à atteindre des effectifs au-delà duquel la meute, le territoire pour la meute n'est plus suffisant pour la nourrir. Alors dans ces cas-là, à ce moment-là, de jeunes loups, environ vers l'âge de 5 ans, mâles ou femelles, partent à la conquête de nouveaux territoires et à la recherche de compagnes pour établir une nouvelle meute. Dans la vie des alpages, autrefois, il y avait un peu de ça. Une famille nombreuse, c'était certes de nombreux bras, d'hommes ou de femmes, pour l'activité de l'alpage, mais lorsqu'on arrivait, on dépassait un certain nombre d'individus, les produits de l'alpage pouvaient ne plus suffire à la subsistance des familles. Eh bien, nous sommes dans cette situation, dans un village, dans un alpage, proche du village de Lenk, dans l'Oberland bernois, avec quelques chèvres, quelques vaches. De jeunes hommes partent à l'aventure, à la recherche d'une vallée vierge qu'ils pourraient défricher, dont ils pourraient enrichir le sol, peut-être pour en faire un véritable pays de cocagne. Il y a quelques jours, voire quelques semaines, ils ne trouvent nul territoire à leur convenance. En désespoir de cause, ils jettent leur dévolu sur une immense plaine qui s'ouvre devant eux, entourée d'énormes montagnes, mais une plaine très minérale avec peu de verdure. Cela ne leur fait pas peur, parce qu'ils ont confiance dans leur jeunesse, dans leur force, dans leurs compétences, dans leur endurance, pour faire de cet endroit, de cette plaine, une plaine verdoyante. Quelques semaines passent, un certain nombre de semaines passent. Il faut bien reconnaître les choses, c'est que malgré les efforts qu'ils ont déployés pour déplacer des rochers, faire des tas de pierres, construire des terrasses pour retenir la montagne, endiguer l'eau qui évite d'inonder la plaine, pour enrichir le sol de lisier, mais malgré toute l'énergie déployée, il n'arrive qu'à très peu de résultats. La famine commence à les gagner, et évidemment, le découragement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont sous la surveillance de personnages particuliers. De personnages, vous ici, dont vous avez tous
tous entendu parler. Et que peut-être un certain nombre d'entre vous ont eu la chance de rencontrer à force de pérégriner par monts et par vaux. Et oui, oui, ils sont sous la surveillance des fées. Et effectivement, les fées les observent depuis qu'ils sont là, à deviser sur ce que font ces hommes, et surtout à faire des paris entre elles, à savoir sur la réussite ou l'échec de l'entreprise de ces jeunes paysans. Alors, si elles ne sont pas d'accord sur les enjeux, elles sont toutes d'accord, ou presque toutes d'accord, pour reconnaître une chose, ce sont les qualités exceptionnelles de ces hommes. Endurance, persévérance, solidarité, ardeur au travail, et on peut en trouver bien d'autres de ces qualités. Qualités que les fées apprécient particulièrement chez les humains. Le temps passe toujours, et puis je dirais que le labeur de ces jeunes hommes n'arrive toujours point de résultats efficients. Certaines de ces fées sont tristes, ont le cœur lourd de voir ces humains mettre autant de cœur à l'ouvrage pour si peu de résultats. Et un certain nombre d'entre elles décident de convoquer le conseil des fées. Et l'une d'entre elles, la fée Campanulette, propose au conseil de venir, voilà, elle leur dit, écoutez, moi je vous propose de venir en aide à ces hommes grâce à nos pouvoirs. Ouais, non, mais ils ont qu'à se débrouiller, enfin, c'est pas nos affaires, attendre les autres, qu'est-ce qu'on va s'embarrasser ça? Oui, mais attendez, j'ai un argument. Si on passait un pacte avec ces hommes, c'est-à-dire en compensation de l'aide qu'on leur apportera, nous pourrons prélever sur l'alpage tout ce dont nous aurons besoin pour nous nourrir. Les filles commencent à y voir un peu d'intérêt, un peu de crème dans leur salade de fenouil sauvage, ça améliorerait quand même un petit peu le quotidien. Donc il fut décidé à l'unanimité, moins une voix, celle de la fée Diabrutine, que l'on passerait effectivement ce pacte avec ces jeunes hommes. Évidemment, quand on leur propose le marché, les jeunes paysans n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner, et s'empressent effectivement d'accepter ce marché. Et d'ailleurs, très vite, cette plaine minérale, quasi désertique, devient verdoyante, avec une herbe grasse, comme il n'y en a nulle part ailleurs dans les autres vallées. Quelque temps passe encore, et surtout, dans les vallées avoisinantes autour, on avait appris la présence de ces hommes, on s'y était intéressé. Puis surtout, les jeunes femmes en âge de convoler en juste noces venaient tournoyer par-ci, par-là autour de l'alpage, se faire remarquer. Et oui, laquelle d'entre elles, célibataire, ne pouvait être attirée par ces hommes, pour certaines par leur prestance, leur carrure, d'autres par leur qualité morale, d'autres peut-être un peu plus guidées par la concupiscence. Peut-être pour certaines d'entre elles, les trois à la fois, tant qu'à faire. Et les années passent, moins d'une poignée d'années, mais l'alpage est devenu à tel point opulent que on joue aux boules avec les mottes de beurre. On joue au quilles avec les meules de fromage. Et certains racontent, en se promenant dans les environs, ils ont surpris les dames de l'alpage. Je dis bien les dames. Les dames. Ce ne sont plus de simples paysannes aujourd'hui. Donc,
on pouvait surprendre les dames de l'alpage dans leur abreuvoir. Non pas comme vous pourriez le penser, pour se rafraîchir de l'eau glacée des montagnes aux jours les plus chauds de l'année. Non, non. Elles y prenaient des bains de crème, de lait, pour s'hydrater la peau desséchée par le soleil. Bon, vous me direz, ils n'avaient pas besoin de tous ces artifices pour vivre. Oui, mais l'orgueil étant là, comment ne pas afficher sa richesse, sa supériorité aussi vis-à-vis, voilà, des gueux dans les vallées un peu plus bas, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Afficher une forme de mépris vis-à-vis des autres, en quelque sorte. Donc, on est là, jusqu'à ce qu'un jour, mon fils, à l'entrée de l'alpage, une vieille dame, tout voûtée, avec sa canne, qui arrive devant la première ferme. Timidement, elle frappe à la porte. Personne ne lui ouvre, elle ouvre doucement. Il y a du monde à l'intérieur. Et puis, elle dit, est-ce que vous auriez un peu de fromage, ou plutôt un peu du lait pour une vieille femme affamée et déshydratée? Le paysan lui tourne le dos immédiatement. Elle comprit tout de suite que par cette attitude, elle n'obtiendrait rien dans cette ferme. Elle s'avance, continue, et déjà le désespoir commence un peu la gagner vers la deuxième ferme. Aussi timidement, et peut-être encore plus timidement que précédemment, elle frappe à la porte, on ne lui répond pas, elle l'ouvre, et puis là, elle fait la même demande. Est-ce que vous auriez un peu de lait, de fromage pour une vieille dame affamée? Et le paysan se retourne vers elle, lui jette des regards furibonds, tel point que là, presque effrayée, elle sort de la ferme et continue son petit périple à travers l'alpage pour arriver à la troisième ferme. Toujours pas de réponse. Elle ouvre la porte, passe la tête. Est-ce que vous auriez un peu de lait, un peu de fromage pour une vieille dame? Et là, elle fut invectivée. Vieille folle, t'as qu'à travailler, fous-nous la paix, on n'a pas besoin de toi ici. Fous le camp. Ferme la porte. Et puis là, il continue à traverser l'alpage, toujours poignant sous un peu plus de désespoir. Et là, on la vit commencer à monter tout en haut de la montagne, près d'un sommet qui s'appelle le Wildström. Et là, arrivé en haut de la montagne, on se tourne vers la plaine, vers l'alpage, avec un rictus. Regardez-moi, comme ils sont petits au milieu de ces montagnes. Et puis là, ses yeux commencent à être injectés de feu. Sa langue commence à cracher des flammes. Elle commence à se transformer en une espèce de crapaud gluant, pustulant. Puis là, il prit sa canne, pointa le ciel. Aussitôt, il prit la couleur noire encre. Elle pointa sa canne vers l'alpage, où un déluge de foudre s'abattit sur l'ensemble et venant le feu aux fermes, terrifiant, d'un tonnerre, enfin, abominable. Et puis, elle relève sa canne, elle la repointe vers le ciel. Le ciel s'ouvre. Et là, ce sont un déluge de grêle, de glace qui s'abat sur l'alpage, tant et si bien que, en très peu de temps, l'alpage est complètement recouvert par la glace. Et là, le silence
s'abattit. Et puis, on put voir, on vit notre crapaud tout doucement s'affiner, s'agrandir, revêtu d'une robe blanche de laquelle sortit une tête à la chevelure noire. C'était la fée Diablotine, souvenez-vous, celle qui s'était opposée à l'aide aux jeunes paysans. Et oui, parce que la fée Diablotine avait l'expérience des hommes, elle savait que une fortune trop facilement acquise pouvait pervertir leur âme. Était-ce une vengeance? Mais plutôt une forme de punition en quelque sorte qu'elle infligea à ces hommes. Et depuis ce temps, on peut voir encore aujourd'hui, et toujours à l'aube, au crépuscule, une autre fée assise au-dessus de la page, à moitié admirative, mais en même temps pensive, ayant vécu les trois états, ce temps désertique, où il y a peu d'herbe, ce temps de verdure flamboyante, où la vie était importante, quand elle écrit des enfants, des animaux, des hommes, et puis ce désert de glace aujourd'hui. Alors, elle décida d'appeler cet endroit le glacier de la plaine morte. Et, souvent d'ailleurs, des randonneurs qui se promènent dans ces environs, de temps en temps, découvrent une motte de beurre, une meule de fromage, charriée par le fleuve de glace. Est-ce que cette fée enverra un quatrième état? Peut-on imaginer que si ce glacier disparaîtrait, on pourrait découvrir de jeunes dames encore prisonnières de leur abreuvoir? En tous les cas, le glacier de la plaine morte a sans doute encore bien des secrets à nous faire découvrir.